On va se concentrer dans le cadre de ce débat sur les activités et les loisirs, plus largement les expériences, alors qu'on a intitulé « Nouveaux terrains de jeu pour l'e-tourisme » parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y en aura plusieurs présentées aujourd'hui, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est un terrain de jeu qui devient extrêmement compétitif, donc on va voir comment les acteurs ici présents, quelles sont leurs visions, leurs convictions pour s'imposer sur ce marché, quelles sont les nouvelles tendances pour des acteurs qui sont là depuis bien plus longtemps, comment ils peuvent éventuellement coopérer pour justement mieux se développer sur ces marchés. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc à ma gauche, Céline Ricor, qui est responsable pôle Sales Marketing au CRT Côte d'Azur France. Timothée Deroux, qui est président d'Alentour. À ses côtés, Estelle Verdier, directrice générale Decathlon Travel. Et enfin, David Noailles, directeur du développement international, tout juste nommé, changement de poste. Il s'occupait auparavant du marketing et de la communication au Puy du Fou. Donc ça tombe bien, il pourra nous parler de marketing et de développement international, car c'est un sujet de ce débat. Premier tour de table rapide de présentation. Chacun vous présentez votre structure, la marque, et puis si vous avez la possibilité, de manière synthétique, quelques chiffres clés. Céline, pour le CRT, vous avez un micro là. Pour le CRT Côte d'Azur France, rappelez peut-être la CRT Côte d'Azur France, que ça regroupe en termes de territoire et quelques chiffres. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. Alors, le CRT Côte d'Azur France, c'est l'organisme de promotion de la destination Côte d'Azur France. Donc, la destination Côte d'Azur France, c'est les Alpes-Maritimes, une partie du Var-Est, ainsi que la principauté de Monaco. Donc, je vais vous donner quelques chiffres 2021, puisqu'on a été sur une année de reprise. On a accueilli, nous, 7,5 millions de touristes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un beau rebond de 18% par rapport à 2020, avec la crise de la Covid. Mais on est quand même encore loin des chiffres de 2019, où on avait accueilli 11 millions de touristes. On a un taux d'occupation hôtelier qui a augmenté en 2021, puisqu'il est passé à 50%, donc ce qui était quand même important pour nous, et c'était notre objectif de justement remplir nos établissements. Juste un petit aparté sur la dépense moyenne, parce qu'en fait, elle est liée à notre stratégie de commercialisation. Il y a eu un avant et un après Covid, puisqu'en fait, paradoxalement, la crise, elle a mis un terme à la baisse de la dépense moyenne de nos visiteurs, puisqu'en 2021, on a battu des records, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client étranger qui arrive sur notre territoire, il dépense 120 € par jour, ce qui est colossal. C'est notre meilleur chiffre depuis 2005. Pour acheter de l'activité ou de l'hébergement. Et on est à 70 € pour la clientèle française. Donc pour nous, c'est vraiment un indicateur très important et qui conforte aussi la stratégie de commercialisation dont je vais vous parler un petit peu après. Et puis pour parler de 2022 et de l'été à venir, pour nous, tous les chiffres sont au vert. Enfin, tous les signaux plutôt. On a fait un excellent mois de mai. On est à plus de 72% en occupation hôtelière, et ce grâce aux grands événements qui ont été le Festival du film, le Grand Prix de F1. Le mois de juin aussi s'annonce à 60% en taux d'occupation hôtelière, et on espère atteindre 70%. Et juillet, on est aussi sur des bases très élevées. Donc voilà, nous aujourd'hui, tous nos professionnels, à la fois institutionnels mais aussi privés, sont heureux, enfin en tout cas ont un esprit positif pour cette saison à venir. D'accord. Alors sans modérer l'enthousiasme, tout à l'heure au premier débat, il y avait Air Transat qui disait l'été est parfait, mais peut-être que là les gens se font plaisir, mais pour la rentrée, à partir d'octobre, pour l'automne, ça sera peut-être peu moins bon. Est-ce que vous avez des signaux de cette nature ou ça se confirme ? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux là-dessus, mais notre objectif, nous, et on le verra, enfin vous avez vu des visuels dans notre campagne, elle était vraiment là pour stimuler la demande immédiate sur la période de printemps. La période été, aujourd'hui, on ne mène plus d'action de promotion sur la période estivale. Par contre, notre objectif, c'est septembre, octobre et novembre, D'accord. Justement. Ok. Alors, je vais demander à Jérôme, à la régie, de corriger la petite coquille sur votre nom. C'est pas grave. C'est bien Ricor, et voilà, il n'y a pas le A, donc on va faire ça en live, vous allez voir, ça
Ça va marcher. Timothée, alors, pour Alentour, donc c'est une structure récente. Rappelez un peu l'objectif, voilà, quel est le modèle, qu'est-ce que vous faites, comment ça s'organise? Bonjour à tous. Alentour, c'est une plateforme numérique qui vise à simplifier la distribution et la réservation digitale d'activités touristiques de loisirs. Donc, toutes les activités touristiques de loisirs, les activités de plein air, la location de kayak en Ardèche, le cours de voile en Vendée, la visite du château Cathare, donc les activités culturelles, les activités gastronomiques. Et Alentour a été initié par le gouvernement et a été porté, financé par la Banque des Territoires, qui sont partis de ce constat qui est que les activités de loisirs, c'est encore le seul segment finalement de la filière touristique qui est très peu digitalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques gros porteurs, on peut réserver un billet pour la Tour Eiffel depuis bien longtemps sur Internet, mais il y a une multitude d'activités qu'on ne peut pas réserver en ligne et qu'il faut digitaliser parce que là, je vais dire une banalité, mais la demande est digitale. Et donc, c'est l'objectif d'Alentour, de digitaliser ce marché qui est difficile parce qu'il est très fragmenté. Il y a énormément d'intervenants sur ce marché. Il y a énormément de prestataires d'activités. On estime qu'en France, il y en a 150 000. Ça représente 22 milliards d'euros de volume d'affaires. Sur ces 22 milliards d'euros, le chiffre de 2019, alors ça a probablement un peu progressé depuis, mais c'est que 5% seulement de ces 22 milliards d'euros viennent de réservations digitales. Donc on est très loin des chiffres de l'hôtellerie, des chiffres du transport. Et l'objectif d'Alentour, donc, c'est de digitaliser ces prestataires d'activités et de proposer ensuite ce catalogue d'activités à des distributeurs clés pour qu'eux-mêmes les proposent à leurs clients. Donc on est en amorçage, en tout cas, sur un modèle B2B2C. Et les distributeurs clés auxquels on va proposer notre catalogue d'activités, auxquels on le propose déjà, ce sont des distributeurs qui sont dans les destinations, les hôtels, les campings, les offices du tourisme. Ce sont aussi des plateformes, on reviendra, je pense, dessus, mais nous sommes en partenariat avec le CRT Côte d'Azur France sur leur site web, avec l'agence Savoie-Mont-Blanc sur leur site web aussi, qui génère 4 millions de visiteurs uniques, donc c'est important. Nous sommes la plateforme en marque blanche de distribution d'activités pour ces agences de développement du tourisme et pour leur portail web. Et puis nous avons aussi une plateforme B2C, je reviendrai dessus, qui s'appelle manawa.com. Et juste avant de parler de la plateforme B2C, effectivement, ce sera un axe qu'on va développer par la suite, mais sur la partie B2B, vous en êtes où actuellement, à la fois côté offre d'activité, parce que ça ne doit pas être simple de les faire venir sur la plateforme. Donc déjà, vous en êtes. Et comment vous y prenez pour les faire venir? Est-ce que ce sont vos partenaires qui les font venir ou est-ce que vous allez, vous, les chasser les uns après les autres? Et puis en termes de distributeurs, c'est quoi les grandes masses? Donc dans les distributeurs, on a aussi cette plateforme B2C, je reviendrai dessus, manawa.com, mais qui nous a apporté aussi des activités. C'est pour ça que je le disais, et qui fait d'Alentour aujourd'hui le leader français, probablement même le leader européen de la distribution numérique d'activités de plein air. Parce que les activités de plein air, les activités outdoor, c'est un enjeu majeur sur ce marché des activités parce que c'est précisément eux qui forment cette longue traîne d'activités qui ne sont pas encore digitalisées. Et l'acquisition de Manawa va nous permettre d'aller chercher précisément ces activités de plein air. Alors aujourd'hui, sur Alentour, nous avons un peu plus de 7000 activités qui sont connectées, ce qui est beaucoup, on est un peu au-dessus de notre objectif, et qui sont distribuées par plus de 1500 distributeurs, hôtels, résidences de tourisme, offices du tourisme, camping. Nous sommes en test ou en partenariat avec de belles enseignes comme Bellambra ou Pierre et Vacances. Et nous comptons vraiment sur cet été parce qu'on s'est lancé en octobre. Donc on n'a pas encore vraiment de recul sur notre activité, mais on compte vraiment sur cet été pour voir comment tout ça va s'activer, va fonctionner. Mais il y a une très bonne traction commerciale du point de vue des activités, du point de vue des distributeurs. Comment on va les chercher, les activités? On va les chercher soit une par une grâce à notre force de vente, et on les connecte à ce qu'on appelle des agrégateurs qui sont connectés à Alentour, soit on les connecte directement sur Alentour. D'accord. Et alors sans révéler de secrets, de chiffre d'affaires, mais vous disiez on attend beaucoup de l'été. Oui. Sous-entend que finalement ça va jouer
plutôt au mois de juillet quand les gens seront en vacances, parce que les activités, les personnes, enfin les consommateurs, les réservent pas en amont. Ou est-ce qu'il y a un peu cette tendance? Non. Les activités, ce qu'on voit, et on a quand même une très bonne fenêtre d'observation avec notre plateforme grand public Manawa, elles se réservent en dernière minute. Alors pas forcément à la toute dernière minute, mais il y en a beaucoup qui se réservent une fois que le vacancier est dans la destination. Mais on a quand même de bonnes tendances pour cet été. Sur notre plateforme grand public Manawa, ce qu'on voit, c'est que sur la première semaine du mois de juin, par exemple, on a un nombre de réservations qui a doublé par rapport à 2019. 2019 étant l'année de référence, puisque comme vous le savez, 2020 et 2021 ont été des années un peu spéciales pour le tourisme. Mais donc, le nombre de réservations a doublé. Et on voit très bien que les activités, et en particulier les activités outdoor, c'est quelque chose qui intéresse les vacanciers. Il y a un sondage qui avait été fait par Deloitte qui disait que 77% des Français avaient réservé une activité de plein air en 2021. Et nous-mêmes, à l'entour, nous avons fait faire une étude par Odoxa qui nous donne le chiffre de 9 Français sur 10 qui souhaitent réserver une activité cet été. Et pour la majorité d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, ils souhaitent réserver une activité de plein air, une activité outdoor. Donc les tendances sont plutôt bonnes et on a beaucoup d'espoir pour cet été. Et d'ailleurs, ça a commencé avec notre plateforme grand public. On voit qu'on a beaucoup de réservations, beaucoup plus qu'il y a 2 ans. D'accord. Et au-delà de l'aspect quantitatif, sur l'aspect qualitatif, sur les premiers chiffres que vous avez entre les mains, sur à la fois, donc vous aviez dit, c'est surtout outdoor sur les activités, sinon au niveau des territoires, des destinations, si vous deviez retenir 2-3 chiffres. Alors, les destinations phares, il y a la Côte d'Azur, évidemment. Hein. Bon, la Côte d'Azur, le Var, c'est une des destinations les plus prisées dans toute l'Europe en été. Donc, ce n'est pas très étonnant. On a le Var, les Alpes-Maritimes. Sur les Alpes-Maritimes, les activités qui sont les plus réservées, là encore, je vais dire des choses très classiques, hein, mais c'est la plongée sous-marine, c'est la location de bateaux, de tours en bateau, et c'est le paddle. Tout ça, c'est ce que vous proposez aussi. Ça tombe bien. Donc Estelle, Decathlon Travel. Donc la marque Decathlon, je pense que tout le monde la connaît. Ou alors vraiment... Je pense que 23 millions de clients en France. Donc ça devrait aller. Normalement, alors Decathlon Travel, si vous pouvez présenter, l'idée, c'est très récent. Même s'il y avait déjà eu des velléités dans le voyage, peut-être rappeler rapidement. Ok. Alors déjà bonjour à tous et ravi d'être ici avec vous pour vous présenter Decathlon Travel. Alors Decathlon Travel, on est une filiale de Decathlon. On s'est lancé officiellement en septembre l'année dernière, donc toute récente filiale. Et on est une plateforme digitale de réservation de voyages sportifs. On est un distributeur en fait de voyages sportifs. On opère sur le mode d'une marketplace et on a la spécificité peut-être d'être une marketplace fermée. Donc, ce qu'on appelle une curated marketplace. Donc, on attache beaucoup d'importance à vraiment la sélection de nos partenaires. Aujourd'hui, Decathlon, c'est une marque qui est très forte. Nous, on se positionne en tiers de confiance pour l'organisation de voyages sportifs. Et donc, il est notre devoir de faire attention à ce que ce qui est référencé sur notre plateforme est qualitatif. Alors, comment est-ce qu'on va sélectionner nos partenaires pour la plateforme ? Eh ben, on va avoir 4 critères. D'abord, un premier critère qui est évidemment le sport. Il faut que l'offre proposée par nos partenaires contienne minimum 40% d'activités sportives, donc 40% du séjour dédié à une activité sportive. Après, on se focalise sur les sports de plein air. Donc, on a actuellement 18 sports qui sont proposés sur notre plateforme. Ça va aller de la rando, le trek, le vélo, la plongée, etc. On a aussi un troisième critère très important qui est la qualité des prestataires. Donc nous, on ne va pas travailler avec des guides indépendants, mais plutôt avec des structures bien établies, avec une réputation forte. Et on va auditer ces structures pour s'assurer de la qualité de ce qui va être proposé sur notre plateforme. Et enfin, notre quatrième critère, on va aller chercher un alignement de valeurs avec ses partenaires sur l'axe de responsabilité sociale et environnementale. Donc, tester, est-ce que ces partenaires ont aussi une volonté d'aller plus loin dans l'offre de prestations touristiques responsables de manière sur l'aspect environnemental et social.
Donc aujourd'hui, ça nous amène à avoir plus de 350 offres référencées sur notre plateforme. On s'adresse à une population francophone. Et par contre, en termes de destination, on va couvrir des destinations françaises, européennes, internationales. Ce qui est intéressant en termes de tendance, c'est de voir qu'avec l'ouverture des frontières, finalement, il y a quand même une demande qui reste très forte sur la France. Pour nous, cet été, c'est 70% de nos départs qui sont sur des destinations françaises. Donc, voilà, je pense qu'on voit quelque chose. Il y a du revenge travel, mais peut-être pas forcément à l'autre bout du monde. Et en termes de profil de clientèle, on avait échangé un peu. Moi, ça me paraissait contre-intuitif, mais je ne suis pas un spécialiste du marché. Ce n'est pas forcément en tout cas dans cette phase de démarrage, qui passe par vous. On pourrait se dire c'est les plus jeunes, actifs. Finalement, c'est un peu un cran au-dessus. Exactement. Nous, alors au début, on pensait que notre clientèle serait plutôt de type familial, de type jeune. Aujourd'hui, on a une population de clients qui est un peu plus âgée, qui est plutôt dans les 40 ans. C'est la majorité de notre clientèle. Aussi, on n'avait pas forcément senti une demande pour des voyageurs solos, donc des gens qui veulent rejoindre un groupe. C'est quelque chose qu'on a observé dans les 3-4 premiers mois de notre activité. Et du coup, on a aussi ajusté un peu notre offre. Et aujourd'hui, on propose à la fois des voyages en liberté pour des gens qui veulent partir à deux ou en famille, mais aussi des voyages en groupe où une personne seule peut rejoindre un groupe pour aller faire un trek au Maroc, un voyage à vélo, etc. Voilà. Alors vous avez dit donc que vous sélectionnez bien vos partenaires. J'imagine que vous cherchez encore à en avoir, ou est-ce que finalement pour vous le paysage est assez figé pour le moment? Alors on va en rajouter. Après on met beaucoup de filtres. Donc on a beaucoup de gens qui nous demandent d'être listés sur notre plateforme. Et nous on n'est pas dans une recherche d'avoir un portefeuille de voyage qui soit le plus large possible. C'est vraiment la qualité avant tout. Donc on se pose vraiment la question à chaque fois avant de lister un nouveau partenaire, une nouvelle offre. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et on a une philosophie aussi qui est de ne pas mettre en concurrence des partenaires. Donc on va aller chercher, par exemple, sur la vallée de la Loire, le meilleur partenaire vélo. Et on ne va pas proposer ses offres sur notre plateforme en concurrence avec un autre partenaire dans la vallée de la Loire. C'est vraiment l'idée de toujours dire, le client sur notre plateforme, il trouve le meilleur partenaire pour un type de voyage dans une destination. D'accord. Et pour finir sur la présentation, donc, on disait, évidemment, la marque Decathlon, on la connaît, on connaît ses produits, on connaît ses magasins. Quel est le lien entre cette activité et l'activité que vous dirigez? Alors aujourd'hui, nos partenaires n'utilisent pas forcément du matériel Decathlon, mais ont souvent l'envie de s'équiper davantage. Donc on facilite cela. Et aussi, on a développé sur une partie de notre offre une opportunité pour nos clients de faire à la fois une expérience sportive, mais aussi une expérience avec la marque Decathlon. Par exemple, on propose un tour du Mont Blanc by Forclaz, où les clients ont l'occasion de faire le tour du Mont Blanc en trek, mais aussi de rencontrer les équipes de conception des marques, de la marque Forclaz, donc de comprendre les équipes françaises, comment est-ce qu'elles conçoivent les produits actuels, les produits de demain, et aussi éduquer sur comment on prend bien soin de l'équipement, la réparabilité des équipements, etc. Donc on le propose sur le Tour du Mont Blanc. On va aussi le proposer sur des activités d'alpinisme avec une visite de l'usine Simon, qui est basée à côté de Chamonix. Donc voilà, on essaie aussi de créer du lien entre activités sportives et découverte de la marque Decathlon. Et est-ce que dans les magasins, l'offre Decathlon Travel est poussée par de la communication ou par les vendeurs eux-mêmes? Alors on a commencé à faire un petit peu de branding dans certains magasins, notamment à Paris, à la Madeleine, à Wagram. Il y a certains Decathlon qui ont commencé à mettre en avant Decathlon Travel. Et puis après, on forme les vendeurs, notamment dans les rayons montagne, parce que c'est plus de 40% de notre offre qui est sur l'offre de rando et de trek. On forme du coup les vendeurs en magasin à qu'est-ce que c'est Decathlon Travel et comment est-ce qu'ils peuvent recommander à des clients des séjours sportifs
proposé par Decathlon Et au Travel. niveau du CRM, des programmes de fidélisation, c'est connecté, pas encore, c'est prévu? Alors du coup, Decathlon communique sur notre projet de façon segmentée par sport. Donc la base client Trek va recevoir une newsletter qui va présenter notre projet, et les différents voyages, etc. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais on a commencé déjà à s'adresser aussi via l'emailing à la base client Decathlon. Très bien, merci. David Noailles pour le Puy du Fou, là aussi une marque qu'on connaît tous. Peut-être rapidement la présenter, puis peut-être les évolutions majeures des dernières années, peut-être aussi à venir. Oui, bonjour à tous. Donc le Puy du Fou, c'est une entreprise de création artistique qui est enracinée et inspirée par l'histoire et ses légendes. Nous avons désormais plusieurs destinations qui existent, qui proposent des voyages dans le temps et des plongées dans l'histoire. Bien entendu, la plus connue, notamment en France, c'est Puy du Fou France, qui est basée en Vendée. Donc vous découvrez quelques images à l'instant sur l'écran. Ce parc est maintenant une destination à part entière puisque nous avons également, en plus du parc et du spectacle nocturne, nous avons également toute une zone hôtelière. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième parc le plus visité de France après Disneyland, avec 2,3 millions de visiteurs annuels. Nous avons également, comme je disais, 6 hôtels avec un taux d'occupation qui est aussi assez bon, puisqu'on est aux alentours de 87-88% de taux de remplissage sur l'ensemble de notre saison. Les nouveautés dans les dernières années, c'est surtout le développement du concept à l'international. Nous avons notamment ouvert une nouvelle destination en Espagne, à Tolède, donc à 1 heure au sud de Madrid, avec un parc qui, lui... qui a été ouvert quand Qui a été ouvert en 2 phases. D'abord avec un grand spectacle nocturne qui a été ouvert en 2019, juste avant le Covid. Et puis ensuite, nous, on a poursuivi la construction du parc pendant la période du Covid et on a pu ouvrir l'année dernière. Donc on a tenu le calendrier. Et donc on a pu ouvrir le parc l'année dernière pour sa première saison, qui était plutôt avec des résultats encourageants pour cette première année et surtout un succès d'estime dans le cœur des Espagnols. C'est ce qui nous tenait à cœur, puisque en France on raconte et on célèbre l'histoire et les légendes françaises, et en Espagne on célèbre la culture espagnole, bien entendu. Donc il fallait que les Espagnols se reconnaissent et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on ait fait un truc de français en Espagne ou un truc pour les touristes. Et au contraire, il y a justement cette satisfaction très élevée, et donc on est très content. Voilà, et les performances aujourd'hui en termes de fréquentation sont intéressantes. Et puis on est en train de poursuivre les développements internationaux. Il y a plusieurs projets qui ont été annoncés ces derniers temps, notamment un projet à Shanghai qui est un peu au ralenti avec le confinement actuel. Et puis on vient de signer un projet de spectacle également aux États-Unis, dans le Tennessee. Très bien. En termes de tendance, le sujet, c'est un peu comment le numérique aussi peut apporter. Pour un parc comme le vôtre, là, on a quelques chiffres, si vous souhaitez les commenter, sur en gros le poids du numérique dans à la fois dans votre communication, mais aussi dans l'aspect plus e-commerce, réservation, et puis les tendances récentes. Qu'est-ce que vous avez noté aussi avec cette période Covid, les choses qui ont pu évoluer, puis cette reprise? Oui, alors d'abord, on sort de 2 années délicates, comme l'ensemble du monde du tourisme. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop. Donc le digital a eu une part importante pendant cette période. Évidemment, il y a eu des habitudes qui ont été prises, je pense, par les Français, avec une accélération de la digitalisation beaucoup plus forte. Donc forcément, aujourd'hui, le digital pèse aujourd'hui très lourd dans le développement et dans les développements à venir du Puy du Fou. On compte aujourd'hui, je vous dis, nous on fait 6 millions de sessions annuelles, on fait 20 millions de chiffres d'affaires avec des objectifs de passer à 25 millions de chiffres d'affaires en ligne cette année. Ça veut dire qu'il y a un visiteur sur 2 particulier, un individuel, qui fait sa réservation en ligne. Que en direct, 50%, ouais, 50% du B2C se fait en ligne. D'accord. Et c'est que de la résa directe. Vous passez pas par des plateformes. Alors si on le fait, on le fait également. Il y a les deux. En fait, nous, c'est réparti à peu près. On a à peu près 50% de nos visiteurs qui sont intermédiaires, qui passent par des intermédiaires, tour opérateurs, agences de voyage, billetterie en ligne.
Et puis 50% qui vient en direct. Donc dans ces 50% qui viennent en direct, la moitié d'entre eux réservent en ligne. Et sur l'international, est-ce que vous avez besoin plus de renforts, de plateformes pour porter ces développements, ou finalement la marque est quand même trouve assez rapidement sa clientèle? Oui, alors d'abord, on a des problématiques différentes à l'étranger parce que la marque est très connue en France, mais pas encore très connue dans les pays où on arrive. Quand on est en Espagne, voilà, ils n'arrivent même pas à le prononcer, puis du coup, quand ils le voient écrit. Donc, vous n'aviez pas de clients espagnols? Il y a un travail de fond à faire. C'est sur le chemin, non? Il n'y avait pas des clients espagnols sur le parc en France? Il y en avait un petit peu, mais ce n'était pas suffisant pour ouais. qu'on soit célèbre en Espagne. Donc voilà, il y a un travail effectivement autour du digital notamment qui a une part importante, et ça dépend des marchés aussi beaucoup. En Espagne particulièrement, par exemple, on nous avait aussi expliqué très tôt qu'il y avait aussi cet attrait et cette utilisation assez forte du digital, et c'est vrai, on a pu le constater. Nous, on est en train de se développer par exemple en Chine. En Chine, clairement, aujourd'hui, si vous ne faites pas du digital le cœur de votre stratégie de commercialisation, vous êtes mort. Et donc, et avec des outils qui ne sont pas du tout les nôtres. Et donc là, il faut vraiment se transformer et se mettre à l'écoute du marché pour ne pas rater le coche. Les équipes digitales pour la Chine, elles sont en France, en Chine? Non, elles sont à Shanghai. Elles sont 100% à Shanghai. Toutes les équipes marketing sont pilotées. Nous, on pilote de France la partie image, mais le reste, toute la stratégie de commercialisation et le positionnement marketing, il est fait exclusivement en Chine. D'accord. Voilà. Et juste pour compléter, après, sur la bascule digitale, effectivement, nous, on peut le voir aussi que même dans notre communication, on a fait la bascule cette année, plus de 50% de notre budget d'achat d'espace est digital, et que même les médias qui étaient les médias offline sont en train de se digitaliser. On le voit avec la télé connectée, sur laquelle nous, on a basculé également. Et ça marche plutôt bien avec le DOH également, qui permet de personnaliser aussi les messages beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire avant, et donc d'avoir normalement des ROI plus intéressants. Très bien. Et on verra dans un deuxième tour de table comment vous avez aussi amélioré les choses, le digital, mais à l'intérieur du parc, notamment pour booster aussi la logique activité. Céline, les activités pour une région comme CRT, quelle est votre mission? Comment vous y prenez pour promouvoir, pour commercialiser ces activités? Depuis quand et comment ça a évolué dans le temps? Alors nous, on est dans la commercialisation depuis presque 10 ans, puisqu'en fait, les actions de commercialisation sont vraiment des stratégies socles de nos plans d'action. L'enjeu, en fait, pour nous, c'est d'augmenter la fréquentation sur les ailes de saison, d'augmenter la dépense moyenne sur notre territoire, mais aussi de fédérer nos socio-professionnels, qu'ils soient des prestataires de loisirs ou de culture. Donc, on revient à ce que disait la personne du Grand Est, mais il faut les accompagner dans la digitalisation. Il faut leur faire comprendre l'importance de se commercialiser. Et c'est un petit peu ça l'enjeu pour nous, pourquoi on s'est lancé dans la commercialisation. Alors, on a 2 grands outils, en fait, qu'on a mis en place. Dès 2014, nous, on a lancé un City Pass. Ça s'appelait la Côte d'Azur Card et maintenant ça s'appelle le Pass Côte d'Azur France. Donc, on a été la première région française à lancer un City Pass au niveau d'un territoire. C'était assez nouveau, alors ça a été un petit peu difficile pour trouver la bonne formule. Mais aujourd'hui, on a un City Pass qui vous permet de venir sur la Côte d'Azur et qui vous permet de découvrir autre chose de la Côte d'Azur, puisqu'en fait, ça se présente sous forme de pack d'activités. Vous avez un pack 3 ou un pack 5, et vous avez accès à plus de 110 activités sur l'ensemble du territoire. Et à la fois des activités qui peuvent être des activités culturelles, comme des activités de loisirs, aussi bien sur la mer que sur la montagne. Donc ça, la première action qu'on a menée sur la commercialisation, ça a été justement de tout packager sous forme de City Pass. Et c'était distribué comment? Alors c'est distribué à la fois par... on a une boutique en ligne avec un site dédié, mais on a également un réseau de vente. On a des offices de tourisme, bien sûr, sur notre territoire, et des hôtels, des résidences. Sachant que, alors peut-être certains peuvent aussi témoigner, c'est très difficile de vendre un City Pass dans un hôtel.
parce que tout simplement, ça demande du temps, d'explication, surtout qu'en plus, nous, on est un CityPass de destination, donc c'est beaucoup plus facile de vendre un CityPass d'une ville, mais lorsque vous vendez la Côte d'Azur, il faut expliquer. Donc ça a été un peu plus difficile pour nous, mais aujourd'hui, l'essentiel de nos ventes se fait en ligne via notre site dédié. Donc ça, c'est en fait la première démarche qu'on a menée en termes de commercialisation. Et puis la deuxième démarche, c'est qu'on a déployé une place de marché pour justement commercialiser des activités sèches. Nous, on a la chance sur notre territoire d'avoir un grand acteur qui s'appelle Amadeus, qui est basé à Sophia Antipolis et qui lui aussi travaillait dès 2018 sur des solutions justement pour commercialiser les activités. Donc ils sont en fait venus nous voir et ils sont venus nous présenter un moteur de réservation qui pensait adapté pour les prestataires, alors pas pour les grosses structures, mais pour les petites structures. Et ils cherchaient à le déployer sur le national. Pour démarrer, pour un peu expérimenter ça, on a fait ça sur la Côte d'Azur. Donc en fait, on a travaillé avec eux sur le déploiement de ce moteur de réservation auprès des prestataires. Et ensuite, de ce moteur de réservation, s'est déployé une place de marché qui nous a permis, dès 2020, de pouvoir distribuer sur notre site près de 350 activités. Donc ensuite, lorsqu'on a appris que la Banque des Territoires avait choisi la solution technique Amadeus, alors pour nous, ça a été une grande fierté, parce qu'en fait, la Côte d'Azur, comme territoire d'expérimentation, finalement, ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, on est partenaire d'Alentour, puisqu'on a intégré la plateforme d'Alentour sur notre site. On commercialise aujourd'hui 700 activités sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même pas mal. Et notre objectif d'ici la fin de l'été, c'est de commercialiser 1200 activités. On sait très bien que on n'est pas forcément, nous, le principal canal pour acheter une activité lorsqu'on vient sur la Côte d'Azur. Juste sur ces activités, c'est des activités amenées par Alentour et éventuellement la nouvelle entreprise que vous avez rachetée, ou est-ce que vous-même vous en ramenez pour les mettre sur la plateforme? Ça va dans les deux sens? Alors, ce sont des activités qui sont amenées par Alentour, par l'agrégation des différents moteurs de réservation. Donc, on se réjouit également de l'arrivée de Manawa, parce que ça va nous permettre aussi d'augmenter l'offre sur notre territoire. Et puis, il y avait également des activités qui étaient via une solution d'Amadeus Sherpa, qui ensuite qui va être petit à petit transférée vers Alentour. Voilà. Donc, on sait que je reviens sur la façon dont les gens en fait s'adaptent et les modes de consommation pour l'achat des activités. En fait, les activités sont achetées sur place lorsque le visiteur arrive sur le territoire, principalement via l'hôtel ou la résidence de tourisme et ensuite via l'office de tourisme. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, avec les équipes d'Alentour, on s'attache à déployer cette solution auprès des hôteliers, des résidences de tourisme, des campings et également des offices de tourisme. Voilà, ça c'est notre objectif premier. D'accord. Donc et finalement, est-ce que ça remet en cause la logique de passe? Parce que si les clients, enfin les voyageurs achètent un peu comme ça, selon les circonstances au dernier moment, finalement, ils ne doivent pas tellement prendre des passes, si. Alors, en fait, pour nous, c'est complémentaire parce que le pass, on ne peut pas vendre un pass en termes de marketing à un tarif trop élevé. Donc, on est obligé de mettre dans le pass des activités qui ne sont pas très, très chères. Par contre, avec une place de marché, on peut commercialiser des activités plus chères. Donc, en fait, les deux sont complémentaires. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'on a fait un très gros travail avec l'ensemble de nos socio-professionnels. Il y a une vraie reconnaissance du travail qui a été fait sur la destination. Nous, on n'est pas là pour forcément vendre beaucoup. C'est pas le but initial, mais c'est de pouvoir permettre à nos socio-professionnels de se commercialiser et de pouvoir proposer une solution d'achat, d'activité à tous les visiteurs qui arrivent sur notre territoire. Très bien, merci. Timothée, sur ce partenariat qui est important, quelles sont les conditions pour que ça... Alors, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas, ça prend forme. Quelles sont les conditions pour que ça marche bien? Qu'est-ce qui fait que la collaboration fonctionne bien? Si vous deviez revenir sur le projet. D'abord, c'est un partenariat dont on est très fier et dont on est très heureux, parce que c'est un partenariat qui permet à Alentour de donner de la visibilité à ses partenaires prestataires d'activités, une visibilité très importante, parce que le site Côte d'Azur France, il draine un nombre important de visiteurs, il est très bien référencé en référencement naturel. Quand vous tapez Côte d'Azur, c'est le premier site qui ressort sur un moteur de recherche bien connu.
Et puis, par ailleurs, ce partenariat, il répond effectivement à notre objectif de digitalisation de petits prestataires d'activité et de distribution de ces prestataires d'activité dans la destination, puisque grâce à ce partenariat, nous faisons ce qu'on appelle des visites de marché avec le tampon, la légitimité du CRT Côte d'Azur. On les fait ensemble d'ailleurs, hein, et on rencontre des socioprofessionnels, à la fois des prestataires d'activités qui veulent se connecter à Alentour, soit à travers ce qu'on appelle des BMS, c'est-à-dire des agrégateurs qui sont eux-mêmes connectés à Alentour, et on rencontre aussi des distributeurs potentiels, des hôtels, qui sont tous ravis de distribuer cette offre d'activité parce que ça leur permet d'améliorer leur expérience client. Donc c'est plus de visibilité, plus de distribution, plus de digitalisation, et donc ça répond à notre objectif qui est de dynamiser les écosystèmes touristiques locaux en digitalisant un segment de la filière touristique qui est encore peu digitalisé. Et puis, ça nous permet aussi de faire en sorte, et je reviendrai dessus si on parle de Manawa, mais ça nous permet aussi de faire en sorte que ces petits prestataires d'activité ne soient pas à terme complètement dépendants de grandes OTA, de grandes plateformes internationales qui souhaiteraient avancer, développer ce marché. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas parce que ce marché est tellement fragmenté qu'il n'a pas encore été craqué par de grandes plateformes internationales. Oui. Alors très vite, parce que le temps file et il y a d'autres sessions après. Sur la partie, vous n'êtes pas une marketplace fermée. Hein, finalement, n'importe quel prestataire peut venir sur la plateforme, enfin en tout cas sur Alentour, via Manawa ou en direct. Oui, il y a quand même une sélection qui est faite. Ça, non, mais il faut on vérifie quand même. Requis quand même, mais oui. c'est moins fermé que chez Decathlon. Ce qui fait qu'il peut y avoir de la compétition entre les prestataires. Donc, du côté d'un CRT, comment vous gérez ça? Et du côté d'Alentour, est-ce qu'il y a des solutions pour qu'un prestataire puisse émerger? Comment ça se passe, cette logique, un peu de compétition entre les acteurs, mais très vite, si c'est possible? Alors nous, le réseau des prestataires, en fait, il est quand même sélectionné, c'est-à-dire qu'on veille à ce qui est le prestataire dispose d'une assurance, qui dispose des diplômes requis dès lors qu'il fait une activité sportive. Ensuite, nous, quand même, on va conseiller le prestataire. L'idée, c'est pas qu'ils mettent tous le même produit. On prend du paddle, c'est pas qu'ils fassent tous du paddle, c'est plutôt qu'ils s'adaptent un petit peu et qu'ils proposent d'autres choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer une offre diversifiée et une offre importante. On n'a pas encore passé la partie réflexion, savoir s'il faut vraiment aller sur quelque chose de plus pointu. Pour l'instant, on n'en est pas à ce stade. Voilà. Et notre destination, elle n'est pas non plus notre réseau distributeur ne sont pas là aussi à ce stade-là. Mais par contre, ils pourront sélectionner les activités grâce à Alentour. Aujourd'hui, la concurrence entre prestataires d'activités, si elle existait, elle serait très saine, mais on n'en est pas encore là. C'est la digitalisation de ces prestataires d'activités, notamment sur les activités outdoor, elle commence juste, elle existe vraiment, on en a beaucoup. Donc c'est le bon moment pour un prestataire pour venir. C'est le bon moment pour un prestataire pour venir. Et puis par ailleurs, il y a une demande qui est forte. L'été, surtout en haute saison, il y a une demande qui est très forte. Donc avoir plus de prestataires, c'est capter plus de demandes aujourd'hui. Ok, très bien. Pour finir, Céline, donc, vous avez le rôle de commercialisation, mais vous avez aussi un rôle en communication pour soutenir ce virage vers les activités, parce que c'est stratégique. On a vu le panier moyen, sans doute aussi diversifier un peu à la fois dans le temps, les séjours, désaisonnaliser, promouvoir d'autres territoires. Quels sont les axes de communication? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pousser cette logique-là sur le territoire? On a quelques visuels qui vont tourner pendant que vous allez présenter ça. Alors, on a lancé au printemps une nouvelle campagne de promotion, qui est une campagne ambitieuse, qui est à la fois qui est très agile et qui repose en fait sur deux leviers, un levier de notoriété et un levier de conversion. Notre objectif, nous, est de stimuler immédiatement en fait la demande vers la Côte d'Azur. L'objectif, en fait, c'est tout simplement d'augmenter la fréquentation sur nos ailes de saison. C'est notre objectif principal. Donc, c'est une campagne en fait qui regroupe 16 partenaires qui se décline sous 24 visuels, donc avec 6 visuels génériques autour de ces
des déclinaisons de pure nature, pure beauté, qui montrent donc une Côte d'Azur avec 1000 facettes et qui suscite l'envie. Alors, j'ai parlé de dispositifs de notoriété et de conversion. La notoriété, c'est, vous connaissez pour les destinations qui font des campagnes, hein, c'est des mini-sites dédiés, c'est des campagnes SIA, c'est des campagnes display, c'est des accueils de presse, d'influenceurs. Et puis sur la notoriété, notre particularité, sur la conversion, pardon, notre particularité, c'est qu'on est sur un cofinancement public-privé et on va travailler, nous, avec des opérateurs, des grands partenaires de la distribution et de l'aérien. Là aussi, encore une fois, c'est pour stimuler immédiatement de la réservation. Donc, principalement de la nuitée, puis de l'activité. Donc, on travaille avec Expedia hein, sur le marché français. On va travailler également avec des opérateurs aériens, la compagnie, sur les marchés américains, par exemple. Voilà. Nous, notre objectif, en fait, à travers cette campagne, c'est d'aller cibler ces marchés à fort potentiel pour réserver immédiatement sur notre territoire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est une campagne qu'on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, et notamment les syndicats hôteliers, l'aéroport, et les dispositifs sont tous validés dans ce sens-là. D'accord. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, l'ART Grand Est a donné un budget. Je ne sais pas si vous avez moyen de dire à peu près combien. Alors, la campagne, c'est un budget de 500 000 €. Nos actions de commercialisation, ça n'est pas du tout en commune mesure. Ce sont uniquement des budgets de communication. Nous, on est une équipe de 3 personnes au sein du CRT à gérer la partie commercialisation. On est sur à peu près un budget de 50 000 €. D'accord. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà toute une antériorité qui est menée et avec alentour également. Donc, c'est vraiment aujourd'hui plus de la ressource humaine qui est mise à disposition que de l'investissement financier. Très bien. Timothée, rapidement pour conclure. Revenir sur le rachat récent. Donc vous êtes une jeune entreprise, enfin, et déjà de la croissance externe. Donc peut-être expliquer la logique. Bon, vous en avez déjà un peu parlé. Et puis représenter Manawa, et puis ses ambitions. C'est une logique d'accélération en fait. Manawa, c'est une plateforme qui a été fondée il y a 5 ans. Le fondateur est dans la salle d'ailleurs. Qui a été fondée, c'est Philippe Bichet, il est par là, qui a été fondée il y a 5 ans, qui génère déjà beaucoup de réservations et qui est positionnée donc sur les activités outdoor, les activités de plein air, pas seulement les activités sportives, parce qu'il y a des tours en bateau, des tours en montgolfière, du vélo électrique, c'est sportif, mais pas super sportif. Donc on a sur cette plateforme près de 2000 activités en France, plus de 6000 en Europe. Et on a tout de suite vu dans cette opportunité, on a tout de suite vu que Manawa, ce serait une opportunité parce qu'il y a plein de synergies avec Alentour. C'est très complémentaire. C'est un canal de distribution qu'on n'avait pas chez Alentour, un canal B2C, donc, sur lequel on va pouvoir positionner l'offre Alentour aussi. Pour Alentour, pour l'offre B2B2C d'Alentour, pour le dispositif B2B2C d'Alentour, il y a une synergie très forte aussi, c'est que nous récupérons les activités de Manawa qui sont quasi exclusivement sur Manawa avec un contenu exclusif, parce qu'il y a de très bons experts du contenu sur Manawa, et on va les proposer aux distributeurs. On les propose d'ailleurs déjà aux distributeurs d'Alentour. Elles sont proposées sur le site Côte d'Azur France. Elles vont être proposées sur le site de Savoie-Mont-Blanc, qui est un de nos partenaires, comme je le disais. Donc là encore, une vraie synergie. Et puis, c'est une fenêtre B2C qu'on peut potentiellement élargir après à d'autres activités que les activités de plein air. Donc, c'était une opportunité. Au départ, une opportunité commerciale. Et puis, on a décidé d'en faire une opportunité capitalistique et donc d'avoir dorénavant un pied dans le B2C aussi, grâce à cette plateforme qui, encore une fois, est très efficace en matière de réservation et nous permet de nous positionner d'ores et déjà comme le leader de la distribution numérique d'activités de plein air. Estelle, pour revenir sur Decathlon Travel, par rapport, on l'a dit, il y a une compétition qui est rude et qui va s'exacerber vraisemblablement. Vos convictions quand vous avez créé le modèle Decathlon Travel reposaient sur quoi? C'est quoi les piliers de votre stratégie qui est très différente finalement?
Alors déjà, nous, on est sur de l'offre de voyage packagée, donc il y a de l'activité et de l'hébergement à chaque fois, et parfois même du transport. Nous, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on est un projet qui est vraiment au service de la mission de Decathlon. Donc la mission de Decathlon, c'est de rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique sportive accessibles au plus grand nombre. Nous, on vient élargir le champ d'action de cette mission en se positionnant sur l'inspiration de la pratique sportive et la facilitation de l'organisation de cette pratique sportive. Alors comment est-ce qu'on facilite ? Nous, on va faciliter par 4 principaux aspects. D'abord, la visibilité de l'offre. L'offre, elle est très éclatée. L'offre d'activités sportives, de voyages sportifs, elle est très éclatée sur Internet. Il n'y a pas vraiment un gros player. Et souvent, c'est par vertical aussi. Il va y avoir un spécialiste des voyages kitesurf, un spécialiste des voyages vélo, etc. Mais il n'y a pas vraiment une plateforme qui regroupe l'ensemble de l'offre de voyages sportifs. Donc nous, on donne de la visibilité sur cette offre, sur une plateforme. Ensuite, on améliore aussi, deuxième point, la lisibilité de l'offre. Aujourd'hui, voilà, les clients peuvent être, les utilisateurs peuvent être facilement perdus dans tout ce qu'ils trouvent. Nous, avec nos critères de sélection très précis, on rend l'offre plus lisible. On attache beaucoup d'importance aussi à la façon de présenter ces offres, parce qu'on sait que finalement, c'est ça qui peut décider des gens à partir en disant oui, c'est possible pour moi. Enfin, on travaille aussi sur la facilité de réservation. Donc, nos partenaires ont tous leur façon de gérer un processus de réservation. Nous, on vient apporter de l'homogénéité, on vient coacher nos partenaires sur les processus de vente et on vient aussi accompagner l'expérience client avec un call center qui est basé à Annecy, là où est notre entreprise, et qui vient accompagner les clients. Enfin, dernier point, c'est l'accessibilité en termes de prix. Aujourd'hui, on est intégré au programme de fidélité de Decathlon et donc, ce qui fait que quand un client consomme chez Decathlon, il gagne des points et avec ces points, après, il peut obtenir des bons de réduction sur notre plateforme Decathlon Travel. Ça, c'est une première partie du partenariat qui est déjà mis en place. Demain, on veut aussi qu'un client qui achète un voyage chez nous, ça lui permette d'obtenir des bons de réduction pour s'équiper. Donc, il y a vraiment ces aspects de rendre plus visible, plus lisible, plus facile, moins cher, et qui vont nous permettre, je pense, de vraiment apporter une plus-value forte pour le client au service de la mission de Decathlon. D'accord. Au niveau des parcours clients, on voit c'est digitalisé, mais vous avez un call center, donc c'est un peu hybride. Vous êtes encore très jeune, mais les premiers enseignements que vous en tirez, si vous aviez des axes d'amélioration, je crois que vous avez réintégré une grosse partie de la partie technique. Ouais. C'est quoi vos chantiers pour demain ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'offre d'activité, elle se réserve de façon encore assez archaïque, je dirais. C'est très éclaté, tous les acteurs ne sont pas digitalisés. Et donc, pour permettre à un client de réserver de façon instantanée de l'activité, c'est compliqué. Nous, on agrège ça avec de l'hébergement. Aujourd'hui, ça passe par une process de réservation qui est ce que j'appelle hybride, online-offline. Le client commence sa demande online. Après, il a affaire à notre call center ou notre partenaire pour préciser sa demande, recevoir un devis et ensuite finaliser son achat. Pour moi, ça, c'est un peu le Moyen-Âge. Je pense qu'on doit pouvoir offrir plus aux clients. Aujourd'hui, on dit « time is of essence ». Les gens veulent tout de suite, maintenant. Il faut, ça a du négatif, mais ça a aussi du positif. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Et donc, nous, un de nos gros chantiers, c'est d'investir dans la technologie pour accompagner nos partenaires à être plus digitaux au service de l'expérience client. D'accord. On retient que c'est quand même, c'est pas le maillon faible, mais enfin, c'est vraiment le prestataire qui, pour le moment, n'a pas capacité de fournir une info alors après, les prestataires, temps réel, des stocks. Alors, à leur décharge, c'est des prestataires qui sont beaucoup sur le terrain, qui sont un prestataire qui va offrir des activités de paddle. Il est là avec ses paddles à accompagner les clients. Il a souvent pas de back office c'est pas des grandes structures. Donc en fait, c'est eux leur expertise, c'est l'activité sportive. Nous, notre complémentarité, c'est les aider, nous et alentour, je pense, c'est de les aider à finalement développer l'aspect commercial, marketing, remonter de leur offre pour leur permettre
finalement de faire grandir leurs offres de qualité, les volumes, parce que souvent c'est des partenaires qui offrent des choses très qualitatives mais qui n'ont pas le temps de le faire savoir. Il faut avoir la garantie que le kayak sera bien à l'arrivée quand le client va réserver. Ok, merci. David, pour le Puy du Fou, sur les chantiers numériques importants, on va pouvoir regarder ça. Vous avez retravaillé l'application mobile, donc on peut peut-être revenir dessus. Les objectifs et puis les enseignements que vous en tirez. Oui, en fait, comme le sujet principal, c'est quand même la digitalisation dans l'univers du tourisme, c'est vrai qu'on a voulu parler des trois aspects. La partie conquête, c'est comment le digital nous aide à conquérir. J'en ai parlé précédemment avec le site internet, mais il y a également comment nous, durant la visite, durant l'expérience, comment on a positionné aussi le digital au moment de la visite du parc et de la découverte de l'ensemble des spectacles. Donc c'est vrai qu'on a notamment une application qui fonctionne bien, qui a été revue en profondeur l'année dernière et dont on a apporté encore des améliorations cette année. Et notamment sur deux angles principaux, avec un nouvel outil de génération de programmes et puis une nouvelle navigation GPS. Voilà, donc on voit un petit peu comment on a travaillé et surtout l'atout du digital, c'est que ça nous a permis d'étudier précisément comment utilisaient l'application nos visiteurs, quelles étaient les zones qui étaient les plus visitées, les zones qui n'étaient pas rechercher et puis également sur le terrain parce qu'à un moment il faut être sur le terrain. Tout le monde nous remontait les informations et l'ensemble des placeurs nous remontait les informations. Donc voilà, on a les premiers indicateurs sur cette refonte. Là où on est plutôt content, c'est qu'on voit qu'il y a un impact positif. D'abord qu'on a un usage accru du nombre de l'application, quasiment 10%, donc 9% de supplémentaires. Donc ça, ce sont les chiffres depuis le début de la saison. Voilà, on espère, l'année dernière, on fait à peu près 200 000 téléchargements de l'application. On pense qu'on va faire cette année proportionnellement au nombre de visiteurs, forcément, parce qu'on va revenir à la normale, voire le dépasser. On l'espère cette année, notre record historique de visiteurs, on espère atteindre les 300 000 téléchargements, ce qui fait qu'une personne sur deux, parce qu'on estime qu'il y a plusieurs personnes derrière une application, donc une personne sur deux utiliserait l'application, ce qui serait pour nous un bon signal. Et après, sur les nouveaux services qu'on a mis en place, donc on a 50% de nos visiteurs qui utilisent le générateur de programmes, donc ça c'est ce qui leur permet d'organiser leur visite, donc on va leur faire avec 3 systèmes possibles. Soit la possibilité d'avoir un programme automatique quand on ne connaît pas très bien. En fonction des profils des visiteurs, eh bien, on a un générateur de programme soit automatique, soit semi-automatique, soit manuel. Voilà, donc ça, le manuel, on l'a mis cette année, c'est la formule un peu expert et qui génère déjà 14% de visiteurs. Donc on voit qu'il y a des visiteurs habitués qui sont des revisiteurs. Nous, il faut savoir qu'il y a à peu près presque 60% de nos visiteurs qui sont des revisiteurs. Ce sont des gens qui sont déjà venus. Et certains d'entre eux sont des experts parce qu'ils viennent très souvent, très régulièrement, voire plusieurs fois dans l'année. Et donc on voit qu'on répond vraiment à des attentes de ces visiteurs, et c'est la même chose également sur l'usage du GPS, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un lieu, la première chose, un lieu comme le Puy du Fou qui est grand, c'est 150 hectares qui est ouvert au public, la partie de spectacle c'est presque 60 hectares, et donc déjà pour se repérer géographiquement quand on arrive, c'est pas évident. Savoir quels sont les horaires de spectacle, arriver à anticiper les déplacements d'un spectacle à l'autre, c'est compliqué aussi. En plus avec ça, il faut les horaires de spectacle, il y a le petit dernier qui veut faire pipi, machin, et donc voilà. Et donc ça peut perturber complètement le programme. Donc nous, on a mis en place ces nouveaux services et on voit que ça accompagne vraiment la visite, ça augmente le niveau de satisfaction. Et qu'en plus, on a doublé le temps passé sur l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un passe à peu près presque 1 heure, 57 minutes sur l'application. L'objectif n'est pas que les gens passent du temps sur l'application, parce qu'on est bien sur une expérience vivante. Et je pense que dans un monde digitalisé à l'extrême, les gens sont aussi en quête, et la soif d'activité de plein air et de sport en est la preuve. Et nous, on l'est aussi. Nous, on propose des activités vivantes qu'on vient expérimenter. Et donc, d'être dans une tribune à regarder un spectacle vivant avec des vrais acteurs, c'est très important.
Et c'est ça qu'on propose, être dans des vrais villages, être dans la nature, c'est ça l'expérience qu'on propose. Donc le digital, il est au service. Il ne vient pas remplacer l'expérience, mais il vient faciliter et rendre tout ça fluide. Et c'est important, c'est vraiment la place qu'on lui a dédiée. Il n'y a pas d'activité où on peut avoir de la réalité augmentée dans le parc. On ne veut pas en mettre parce qu'on ne veut pas qu'elle se substitue à l'expérience vivante. D'accord. Deux questions pour conclure sur cette application. Et c'est la même qui sert, à moins qu'il n'y en ait pas, pour faire des réservations de place. Alors, est-ce qu'elles sont disjointes? Alors pour l'instant, on a fait d'abord on a choisi de donner un rôle à chaque outil digital que nous avons. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de basculer sur la réservation en ligne via l'application, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est un compagnon de visite. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un outil de réservation particulier qui a été développé et totalement intégré à l'application. Donc on renvoie vers le tunnel de réservation et donc vers le site internet. Donc le site internet, D'accord. Et est-ce que vous imaginez cette application, elle reste sur le téléphone, elle peut être supprimée au moment où on sort du parc, mais elle peut rester aussi. Oui. Est-ce que vous l'utilisez? Vous avez des projets pour en faire un outil de marketing, de commercialisation? Alors d'abord, il faut savoir que l'usage, j'ai pas le chiffre en tête, mais notamment sur des activités comme les nôtres, le taux de désinstallation, il est gigantesque parce que ce sont des usages ponctuels. Et c'est vrai que si on veut garder un lien avec nos visiteurs, il y a le CRM forcément. Parce que nous, on a 90% des gens qui viennent au parc qui réservent. Il y a très peu d'achats en fait aux entrées du parc. Mais l'application est un outil demain. Donc oui, on réfléchit comment en amont, pendant et en aval de la visite, on peut accompagner et garder un lien avec le visiteur. Donc c'est des choses auxquelles nous réfléchissons. Il y a pas mal de projets. Par exemple, bien entendu, pendant la visite, comment on peut aussi récupérer des informations, les coordonnées, parce qu'il y a des gens tous ceux qui viennent en B2B par exemple, nous n'avons pas leurs coordonnées. Donc l'application peut être un outil pour récupérer des données sur eux, mais en apportant du service. C'est pas juste de la captation de données pour la captation de données, c'est parce qu'on apporte un service. Donc le click and collect par exemple de la restauration permet ce genre de choses. Click and collect boutique qu'on aimerait bien pouvoir développer également, qu'on n'a pas encore mis en place. Mais en aval, par exemple, c'est comment demain le service photo qui existe sur le parc, on peut retrouver les photos qu'on a fait sur le parc et avoir des services qui permettent de prolonger un peu l'expérience au-delà des quelques jours qu'on passe déjà au Puy du Fou. Très bien, merci beaucoup. Dans 1 ou 2 ans, on vous réinvitera pour parler de l'application chinoise. Oui, avec plaisir. Et espagnol, il y en aura partout dans le monde, j'espère. Ouais. Merci. Pour finir, et ça sera le mot de la fin, parce qu'on est un tout petit peu en retard, mais je pense que c'est intéressant que vous en disiez un petit mot. Le Puy du Fou a un projet ambitieux, intéressant autour du train. Si vous pouvez nous le présenter. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a une activité, donc on a une entreprise artistique enracinée dans l'histoire, et c'est vrai qu'on a, au-delà des parcs et des spectacles que nous développons dans le monde, on développe de nouvelles activités, notamment dans la partie digitale, et c'est intéressant, je la mentionne juste et on n'approfondit pas, mais on a créé aussi une société de production de films et de séries qui s'appelle Puy du Fou Film. On est en train de produire notre premier film qui va sortir au cinéma. Nous, on est convaincus que créer une plateforme de contenus digitaux autour des thématiques historiques, ça a du sens. Et que nous, on peut produire des contenus, mais demain, on pourra être capable d'en agréger également autour de thématiques historiques. Enfin, c'est quelque chose auquel on travaille parce qu'on est convaincu que pour vivre des expériences... Qu'est-ce qui donne envie de vivre des expériences vivantes? C'est aussi en gardant un lien digital et en donnant le goût aux gens de l'histoire et de ces légendes. Donc, on travaille là-dessus. Le Grand Tour est aussi dans cette logique une nouvelle diversification, une nouvelle manière de raconter des histoires. Donc là, nous avons lancé ce projet officiellement au mois de novembre dernier. Donc le Grand Tour, c'est un train, belle époque. Donc, sauf que notre scène n'est pas seulement une scène de spectacle, mais c'est la France qui devient notre scène, et notre théâtre, c'est notre train. Donc on est en train de construire un train, voilà, le pléonasme est fait. Donc on est en train de construire ce train, donc, dans lequel on pourra accueillir 36 voyageurs par voyage. Ce sont des voyages de 6 jours, 5 nuits, qui vont permettre aux visiteurs d'aller traverser la France. Donc c'est un positionnement plutôt haut de gamme, évidemment, avec des tarifs qui varient à partir de 4 900 € par personne, qui peuvent monter jusqu'à 7 000, un peu plus, même par personne pour une semaine.
Donc oui, c'est une offre haut de gamme, mais qui permet aussi en 6 jours 5 nuits de faire d'un voyage, pas seulement un voyage, mais un spectacle. Donc notre promesse, c'est on va faire de cette semaine un grand spectacle, et donc ça va être notre plus grand spectacle. On va faire de la France notre plus grand spectacle sur 4000 km. Voilà. Et donc il y aura des outils digitaux. On a déjà un site de pré-réservation qui marche bien, puisque alors même qu'on a annoncé le projet, on avait prévendu la première année en quelques semaines, à notre grande surprise, hein, pour être très honnête, on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Et là, on va lancer officiellement le site de réservation à partir du mois de cet été, un site vitrine, et puis la réservation en ligne à partir de l'automne. Et ensuite, il y aura des applications et un certain nombre d'outils digitaux qui viendront accompagner ce lancement, mais qui ne se substitueront pas non plus à l'expérience vivante, parce que l'idée, c'est de découvrir les splendeurs françaises, son patrimoine, son art de vivre, ses vignobles. Voilà, on va passer en Côte d'Azur, on va passer à Annecy. Il y a une étape qui est prévue à Annecy. On va aller aussi dans le Bordelais. Voilà, on va passer les châteaux de la Loire, et on finira au Puy du Fou, bien entendu. Très bien. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci.